Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 février 2022. Ouais, mon ami David, mieux connu sous le nom du Huron, eh bien, a relevé que je m'étais trompé de date. Ouais, nous ne sommes plus en 2021 et peut-être même allons-nous le regretter. Peut-être même allons-nous dire bientôt Ah, la pandémie, quel bon vieux temps. Mais je ne vous parlerai pas de ce qui se joue en Ukraine. Rien n'a été, en tout cas depuis que je suis né, début des années 60, rien n'a été plus inquiétant. Rien n'est plus inquiétant que ce qui est en train de se dérouler. J'ai dit que je n'allais pas vous en parler, donc je ne vais pas vous en parler. Cependant, hier, je vous ai fait la confidence que la journée d'hier avait été extrêmement difficile. Eh bien, celle-ci, elle a été pire. Alors voilà, il y a des situations familiales parfois qui prévisibles tout de même dans l'ordre des choses de la vie. Mais parfois, ces situations-là se précipitent et, et les journées sont très, 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 très éprouvantes. Mais je ne veux pas perdre le fil que j'ai retrouvé. Et déjà, il y a plein d'auteurs dont je vais vous entretenir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'arrive pas à croire même que j'ai pu interrompre pendant si longtemps ces séquences vidéo qui m'apportent beaucoup. Et je vous remercie pour vos commentaires. Je réponds généralement assez laconiquement, comme vous avez pu le constater. Mais je les lis toujours avec le plus vif intérêt, et non seulement le plus vif intérêt, mais avec beaucoup d'émotion même. J'ai plus de plaisir à recevoir les notifications de vos commentaires que de recevoir des mails ou, euh, ou des coups de téléphone ou je ne sais trop. Je ne sais trop ce qui se joue dans mon esprit quand en tout cas, je les reçois avec fébrilité. Voilà. Et je les lis avec. Je les reçois en tout cas avec beaucoup, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Peut-être est-ce le fait de savoir que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et puis il y en a qui sont longues, je peux comprendre, après 40 minutes euh, de lecture de poètes, plus personne ne se souvient. Comme vous avez noté, oui, Goffin est là sur les rayons, mais comment on peut avoir des livres sur ces rayons pendant 25 ans? Hein? Et, enfin, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de ma collection privée. Donc, elle va être courte, cette vidéo, parce que la journée a été très difficile. Celle de demain me promet d'être guère mieux. Alors donc, quelque chose qui appartient à ma collection. Il y a Umberto Eco qui disait qu'il avait une collection absolument fabuleuse de 50 000 livres. Rien de comparable à celle de Lagerfeld, qui, elle, était de 300 000 livres. Et j'ai cru comprendre qu'il l'avait offert à la ville de Paris. Alors, mais comment la ville de Paris va pouvoir disposer d'un tel volume de livres, sans mauvais jeu de mots? 300 000 livres. Alors, il y a des photos où on voit Lagerfeld dans sa bibliothèque, quelque chose de gigantesque, et les livres sont couchés à plat comme ça. Alors, j'ai toujours imaginé Lagerfeld avec sa garde rapprochée, il devait avoir une cour, et que pour faire partie de sa cour, eh bien, il fallait lire. Je pense que... Et il devait acheter, s'il se prenait d'affection pour un auteur, je présume ici, hein, qu'il devait peut-être en acheter à quelques dizaines d'exemplaires afin de les offrir
à sa garde approchée pour pouvoir en discuter et pour pouvoir échanger peut-être. Alors donc, oui, Umberto Eco disait qu'il se souvenait à quel moment et où chacun de ces 30 000 livres avait été acheté. Eh bien, je pense, sans avoir autant de mémoire qu'Umberto Eco, eh bien, je pense qu'il y a ça dans la bibliothèque privée. Ce ne sont pas que des moments de lecture, parce qu'évidemment, les livres qu'on a lus intégralement, passionnément, euh, on peut même y rattacher des souvenirs heureux. Mais évidemment, quand on est très, très, très heureux, ou quand on est dans une phase de béatitude, il est possible que les livres, on les laisse de côté. Mais peut-être aussi dans les périodes de très, très, très grand malheur. Peut-être les livres ne nous sont-ils d'aucun secours. Mais pour ma part, je me faisais la réflexion aussi avant de commencer cette petite vidéo. Il y a des périodes dans la vie, il n'y a rien à faire. Il y a des périodes dans la vie où quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne, nous ne réussirons pas à mener à terme certains projets qui peuvent nous tenir à cœur. Il y a des périodes dans la vie où entreprendre est non seulement inutile, mais également contre-productif. Il y a des périodes dans la vie où être affairé n'est pas une bonne chose. Il y a des périodes dans la vie de vacuité, des périodes dans la vie de silence, de longues étendues de silence, où on ne sait pas quoi faire. Et l'art d'attendre, savoir attendre, eh bien, non seulement c'est presque impossible dans notre civilisation qui veut toujours le mouvement. Hormis il y a 2 ans où, pendant 2 mois, la machine a été à l'arrêt. Et la machine peine à se remettre en marche. Hein? On le voit bien. D'autant que les nouvelles provenant d'Europe, de l'Est, ne sont pas des plus réjouissantes. Mais savoir attendre dans l'immobilité, savoir attendre sans espérance. Eh bien, j'ai connu ça, vous avez connu ça, mais j'ai connu ça dans ma prime jeunesse où je ne savais pas quoi faire de ma vie, je ne savais pas quel métier exercer. Et là, la lecture m'a permis non pas d'apprendre des choses à proprement dites, mais d'apprendre à attendre. Et donc, cet apprentissage de l'attente, je ne crois pas on réalise à quel point ça peut être nécessaire en certaines périodes. Et on ne rencontrera sans doute jamais des gens qui vont nous dire il n'y a rien à faire. Et surtout, ne fais rien. Attends. Alors oui, j'ai connu une longue période comme ça de latence où des auteurs m'ont accompagné. Jack Kerouac, par exemple. Je me revois au début de la vingtaine, ne sachant pas trop quoi faire de ma vie, mais enchaînant livres de Jack Kerouac sur Jack Kerouac. Je me revois également... j'ai eu une période aussi où j'ai même lu du Stephen King. Cette période-là est assez étrange. Parce que là, je ne savais, j'avais été congédié d'un emploi, enfin, si on peut appeler ça un emploi. Et là, pendant quelques semaines, je me suis gavé de Stephen King. Je prétends que Stephen King, c'est un écrivain important. Et quand bon, je les ai pas conservés dans ma bibliothèque. Je suis trop snob pour garder des livres de Stephen King dans ma bibliothèque. Mais je sais que certains titres, eh bien, je suis capable de me remémorer exactement où j'habitais,
dans quelle période j'étais, avec qui j'étais, quel était mon état d'esprit. Alors, quand je parcours les rayonnages de ma bibliothèque personnelle, je retrouve non pas que ces moments de lecture, mais ces moments de vie greffés à ces lectures. Ainsi, ça. Alors, tout ça pour vous amener là. Ces feuillets inutiles. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en montre un. Je vais vous montrer le 1. J'en ai 7. Je me souviens à qui, de quel libraire je les ai achetés. Et je me souviens aussi du prix que je les ai payés, qui était quand même une somme assez rondelette à l'automne 1998. Donc, près de 24 ans, que je les ai. Que je ne les ai pas lus non plus, parce que pour moi, à l'époque, c'était déjà des objets bibliophiliques. Sauf que pour faire cette petite vidéo, je me suis... là, je les ai lus. C'est pas un grand exploit, vous allez comprendre pourquoi. Et comme mon esprit est harassé par des difficultés existentielles, qui ne me touchent pas directement ou Fabienne, mais qui touchent quelqu'un qui m'est très 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 proche. C'est même difficile d'être plus proche, j'aurais envie de dire. Et alors donc, ce sont le genre d'objets. Je vais vous en montrer un, tenez. Je vais vous le montrer comme il faut. Alors voilà. Ça s'appelle Feuillet inutile. Et ça a été c'était dirigé par Jacques Marais. Qui était Jacques Marais? Hein? Jacques Marais, c'est un peintre, c'est un poète. C'est un type qui est né en 1900, qui est mort en 1980. Et ces feuillets inutiles, je vais vous en faire la description. Alors, ça se présente comme ceci. C'est une revue en feuilles détachées, reliée par un cordon et dont le premier plat est orné d'une étiquette illustrée, étiquette sur laquelle on retrouve le sommaire. Alors donc, on l'ouvre, on déplie le cordon, et ce sont des feuilles volantes. Et ce premier numéro, ce sont des feuilles volantes, sous étui, une chemise, alors dans lequel on retrouve, vous voyez, un premier poème d'André Salmon, un deuxième poème de Georges Pilleman, Radiateur, un troisième poème de Henri Hertz. Alors ainsi comme ça. Alors ça fait à peine une vingtaine de pages. Et on retrouve une litho numérotée et signée. Et tous les numéros de Feuillets inutiles qui ont connu 2 séquences de publication, j'y reviendrai, sont... chaque numéro est accompagné d'une litho, donc signée et numérotée, de Jacques Marais. Alors, cette litho, je vous la montre, tenez. J'ai pas besoin de... Je sais pas si on la voit bien. Tenez. Alors, la justification du tirage, si vous préférez le colophon, eh bien, ces feuillets, alors je vous le lis, le colophon, ces feuillets, premiers de la série, ont été tirés à 100 exemplaires, numérotés de 1 à 100, et 20 exemplaires hors commerce réservés aux auteurs, achevés d'imprimer en février 1929 par Girard et Bunino
imprimeur, 32 rue Gabriel, à Paris. Et notre exemplaire porte le numéro 11. Alors, on est assez proche du premier. Alors, il va sans dire que c'est ce qu'on appelle une pièce de bibliophilie. On peut y mettre un prix, je vais m'abstenir de le faire, parce que c'est pas tellement l'intérêt de mettre une valeur marchande sur un tel objet, mais c'est rare. Et c'est très rare, même, en fait. C'est très rare et la curiosité, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que Jacques Marais a dirigé cette revue seul pendant... On peut pas dire quand on lit ce qu'on y trouve sur Wikipédia, par exemple, on a l'impression que la revue, fondée en 1929, a cessé ses activités jusqu'en 1977. Ça, c'est la première perception. Mais c'est pas tout à fait exact. En fait, la revue a connu deux séquences, a connu deux périodes. La première période qui va de 1929 à 1937 et qui a connu 22 numéros, si vous préférez, 22 livraisons. Et la deuxième période qui, elle, a connu moins de numéros, 10, de 1960 à 1980. Alors, il y a un très, très long laps de temps qui sépare les deux périodes. Et Marais, en fait, était surtout un peintre. Si vous faites une recherche, voir, c'est très beau ce qu'il fait. C'est de la peinture figurative. Et on dit de cette revue qu'elle est... Les historiens de la littérature disent qu'elle a été très inspirée par le surréalisme. Entre autres parce que l'alliage écriture et dessin, et aussi il y a une sorte de c'est clair, le surréalisme est passé par là. Ce qui est assez formidable aussi, c'est le nombre d'auteurs, surtout, qui ont participé. Alors, j'en ai relevé quelques-uns. Il y a Michel Seuphard, qui est le théoricien de l'art abstrait, et qui a écrit de la poésie aussi. Un esprit... J'ai un certain intérêt, en fait, pour Michel Seuphard. Je ne me l'explique pas, mais ça m'intéresse, Michel Seuphard. On y trouve Georges Pilleman, qui a fait une histoire sur la ville de Paris, qui, me semble-t-il, est également un historien sur la ville, qui a consacré des ouvrages sur la ville de Paris. Max Jacob, André Salmon, Pierre-Marc Orlan, Jean Follin, pour qui j'ai un grand faible, et je vais vous lire un tout petit poème ce soir de Jean Follin. J'aime beaucoup Jean Follin. Philippe Soupeau, dont on connaît le lien avec les surréalistes. Ribemont Desseignes, dont on connaît également les liens avec le surréalisme. Et dans le cas de Ribemont Desseignes, le dadaïsme surtout. Paul Valéry, Tristan Tzara, Roland Topor. Je n'ai qu'à évoquer le nom de Roland Topor. Et tout de suite, vous savez que Roland Topor a participé au deuxième épisode de cette aventure. Drieux-La Rochelle, étonnamment aussi, que Drieux-La Rochelle, bon, on pourrait parler de lui éventuellement dans une autre vidéo, parce que Drieux-La Rochelle, qui est un bel exemple, un ancien socialiste qui est devenu fasciste et qui a été directeur de la revue, la Nouvelle Revue française pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a fini, même à la dernière minute, il s'est rallié aux communistes et qui a fini par se suicider. Et Jean Cassou aussi. Je vous avais promis de vous parler de Jean Cassou et de vous montrer une des plus belles pièces de ma collection.
Je vous avais promis ça l'année dernière, vous voyez. Alors, je pense que dans cette séquence là, que je ne veux pas interrompre, surtout, je pense que je vais vous montrer ça. Armel Gern, le traducteur Armel Gern, et je termine avec le non moins prestigieux James Joyce. Alors, il a quand même fait du bon boulot, mais comme vous l'avez, ce Jacques Marais, et comme vous l'avez constaté, ce sont de tout petits tirages. Donc, ça se trouve, si vous faites des recherches, vous allez voir sur des sites spécialisés, ça se trouve, certains numéros se trouvent, et la plupart du temps, feuillet inutile et l'objet de vente aux enchères. C'est des livres qu'une maison d'encan n'hésiterait pas à mettre à son catalogue parce que ce sont des ouvrages de bibliophilie. Alors, je vous en montre un autre ici. Comme par exemple, dans celui-ci, on y retrouve encore Pillement. On y trouve André Salmon. Et dans cet autre, on y trouve Pierre-Marc Corlan, André Lotte, hein, qui est très important aussi, André Salmon. Toujours avec une eau forte de Jacques Marais. Je vais vous la montrer. Est-ce que vous la voyez bien? Alors, celui-ci, le tirage est plus élevé. C'est 120 exemplaires. Mais le numéro, celui-ci porte le numéro 7. Alors, je vais vous lire un très très court poème. C'est une revue qui ne... de Jean Follin. Puis il y a Jean Cassou. Alors, à quoi ça ressemble? En fait, ce sont trois très courts poèmes. Avec, vous voyez, avec une carte de 2 arrondissements de Paris. Il y a la Mouffe, qu'on devine la Mouffetard. Il y a les Halles. Alors, on imagine que... avec les restaurants. Alors, je vous lis les 3 poèmes. Pont au Change, 1880. Ceux qui voulaient se suicider descendaient l'avenue de l'Opéra, s'arrêtaient au Palais Royal, y rêvaient sur une chaise de fer, au Palais Royal où les feuilles sont toutes des cocardes vertes, puis arrivaient au Châtelet, à l'heure de la féerie. Alors ils s'épongeaient le front et posaient leurs tubes glorieux sur le parapet du pont au Change. Sur les cafés du boulevard Saint-Michel, soufflaient des jeunes prostituées, se croient toutes demi-mondaines. La source est un vieux corbillard d'apothicaire futur, et quand la petite fille du patron, douce et résonnante, écoute avec des yeux troublés
les mots obscènes dans le soir, lâche, qui songe à ses maternités. Quand, au Darcourt, il évoque les reines de cinéma et s'emplit de cette musique qui aime les jeunes gens distingués, qui préparent les consulats, au Maheu sont encore ces poètes au cœur amer, soufflant dans des buquins d'antan. Rue Saint-Denis. Les filles de la rue Saint-Denis, c'est la campagne avec ses nids quand la nuit tombe. L'une a chevelure de torche et de rouges souliers d'enfant. Allez, regardez, vous voulez remonter? Alors voilà, j'étais content de vous montrer ça. Ben, il y a une certaine consolation dans la bibliophilie. Hein? D'ailleurs, je vous ai déjà dit que la bibliophilie, c'est une passion d'homme vieillissant. C'est un peu comme ça qu'on la définit, en fait. Certains préfèrent le golf, d'autres les millésimes, d'autres les aventures exotiques. Mais moi, je préfère les livres. Et ben, ce soir, j'étais content de les retrouver et de vous en parler et de vous les montrer surtout. Et puis, je vais finir par vous montrer, tel que promis, ça va être dans cette séquence, les, euh, les 33 sonnets composés au secret de Jean Cassou dans une superbe édition, dans une superbe reliure et avec des gravures de Pie Aubert. Je ne sais. Pie Aubert qui est un peintre français du début des années 60. Je ne sais si aujourd'hui on le redécouvre. C'est quelqu'un qui travaillait avec des matières organiques. Un peu, d'une certaine manière, une sorte, on pourrait de ressemblance avec Rébérol, mais Rébérol dont j'ai pu constater qu'on, que, que sa cote augmente beaucoup. Et en fait, on est rentré dans cette période de l'art, ou de l'art moderne, hein, des années 60. Les prix se mettent à caracoler. Et les années 60 commencent à être, si on en juge par ma propre apparence, commencent à avoir de la patine. Et la patine du temps commence à faire leur œuvre sur eux. Encore un autre jeu de mots involontaire. Alors enfin, bon, je pense que je vais aller me reposer. J'en ai grandement besoin. Je vous remercie d'être avec moi et merci pour vos bons mots. Merci pour vos bons mots. Merci mille fois.